Merci de nous suivre, Madame, Messieurs. Vous êtes très nombreux en train de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 12 juillet 2023. Merci de nous rester fidèles. À l'affiche ce matin, c'est Jacqueline Dalla qui sera face à Mike Gardi Diana. Avec eux, nous allons donc analyser et commenter l'actualité en République démocratique du Congo ce 12 juillet 2023. L'actualité ce matin, c'est Martin Fayoulou qui sera face à la presse, face à la décision de la Commission électorale nationale indépendante, la plénière bien sûr, qui a déclaré n'est pas se soumettre aux préoccupations, à la préoccupation de l'opposition pour revenir sur l'audit du fichier électoral. Analyse et commentaire, c'est tout à l'heure avec nos deux invités. Autre sujet d'actualité, c'est en justice avec l'affaire Bukanga Lonzo. La comparution d'Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, c'était donc prévu aujourd'hui parce qu'il a eu reçu un mandat de comparution du procureur général, du parquet général près la Cour constitutionnelle, mais son secrétaire général, le secrétaire général de son parti, Franklin Chamala, a déclaré qu'il ne se présentera pas. Analyse au commentaire, c'est donc avec nos invités. Voilà, ce sont là les deux sujets d'actualité que nous allons analyser avec nos invités. Entre-temps, il y a aussi l'affaire Salomon Escadela, Ensemble pour la République, avec son secrétaire général, était en conférence de presse. Il dénonce un montage grossier par rapport à ces dossiers. En sport, nous parlerons de la CAN 2024 avec cette décision de la CAF qui positionne les Léopards parmi les qualifiés. La RDC gagne la Mauritanie par forfait et prend la tête du groupe. Voilà, c'est l'actualité ce matin. Jacqueline Dalla est déjà avec nous. Mike Gardi-Diana va nous rejoindre. Nous débutons avec Jacqueline Dalla. Bonjour, monsieur Dalla. Bonjour, maman. Bonjour, l'envoi téléspectateurs de Kiosque. En forme? Oui, un peu grippé. Bon, c'est la saison. Affaire Salomon Escadela. Ouais. Vous continuez à dénoncer. Montage. Un montage grossier, une honte pour les services de sécurité, une honte pour évidemment le régime, un chef de l'État qui se livre en spectacle en disant que pour telle ou telle autre raison, il va arrêter, il va interpeller, il ne sera pas gêné, il n'aura pas des remords et qu'il n'avait pas des leçons à recevoir de justice, de liberté, non, je crois que Salomon par rapport aux propos que vous disiez au chef de l'État, mais sa dernière sortie médiatique, il a dit qu'il n'intervient nullement dans les arrestations et libérations des politiques. Il a dit ça dernièrement. Il peut pas le dire ouvertement. C'est ça, en fait. Vous savez, quand on gère un pays comme le nôtre, tous les pays d'ailleurs, quand on gère une structure, moi j'insiste toujours par le fait que quelqu'un qui est appelé à être responsable ne peut pas tremper dans les mensonges, dans le spectacle, dans le vouloir impressionner les uns et les autres. Nous connaissons ces techniques. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons, nous on ne combat pas Tshisekedi, nous combattons les systèmes qu'il veut nous imposer, les systèmes que lui a dénoncé avec son père et leur parti politique, le système que nous avons rejoint, qui nous a amené à rejoindre l'opposition pour combattre évidemment le système de Kabila. Il amène ces systèmes avec toute tactique, même les paroles, même la posture. Vous sentez que c'est un Mobutu, c'est un peu de la dictature. Non mais attendez, la démocratie c'est pas l'anarchie là aussi, les entendre. À quel moment, madame, vous allez accuser quelqu'un d'avoir été dans une organisation criminelle contre l'État et pendant que nous allons aujourd'hui, ça va faire plus de 43 jours, il n'est pas traduit devant la justice. Il continue à croupir dans la prison. Et Salomon est victime du fait qu'il soutient un candidat qui fait peur à Tshisekedi. C'est l'envoi. Non, c'est la seule chose. Non, il le sait. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut là. Hein. Moi, je ne connais pas Katumbi plus que Tshisekedi. Moi, je ne connais pas Katumbi plus que Tshisekedi. Mais par contre, Tshisekedi connaît Katumbi, il connaît son ancrage, il connaît sa force politique, il connaît sa force diplomatique, il connaît sa force intellectuelle. Tshisekedi connaît Katumbi mieux que toute personne au niveau de la classe politique, parce qu'ils ont eu à travailler ensemble. Donc, moi je comprends qu'il ait peur. Mais en ce moment-là, dans une compétition, quand vous montrez déjà aux gens, aux personnes qui sont censées vous observer sur la scène, que vous avez peur, ça,
ça vous plonge dans l'anarchie et ce n'est pas bien. Moi, je crois que Tshisekedi est en train de créer... au fait, les gens ne savent pas, peut-être que je vais le dire aujourd'hui. Monsieur Tshisekedi, sachant qu'il ne va pas organiser des élections, et même s'il organise des élections, il sait qu'il ne va pas passer, il ne va pas réussir. Je termine. Et là, il est en train de mettre en place un système pour nous amener dans une crise et vouloir aller négocier. Mais moi, je rappelle toujours le chef de l'État, parce que lui, en tant que personne, je l'aime énormément. Je dis, si nous arrivons à la date au mois de janvier de l'année prochaine et qu'il n'y a pas élection, il peut rester chef de l'État, comme il le disait ici avec Kabila. Hein, le président de la République reste jusqu'à... Oui, mais il sera illégitime. Juridiquement, il ne sera plus président de ce pays-là. Au-delà de tout ce qu'il peut faire, les manœuvres qu'il peut faire, il est obligé soit de nous amener aux élections, les bonnes élections, ou soit de dire, mes frères et sœurs, allez-y, je ne serai pas candidat. Mais il va écrire son nom. Il tient à la tenue de ces élections, il a même répété. Non, ça c'est un langage politique. Il n'est pas prêt. Oui. Il n'est pas prêt. Alors par rapport à cette affaire de Salomon Escadella, vous avez l'impression d'être agité avec des sorties médiatiques et pourtant il faut laisser la justice faire son travail. Oui, mais ça fait, je vous dis, ça fait plus de mois. À quel moment la justice va faire son travail? L'arrestation de Salomon, c'était une violation de son droit, évidemment. Son incarcération au niveau de services de renseignement des MIAP, entre autres, plus de 48 heures. Si on a violé ses droits. On l'amène à l'auditorat, on l'envoie en prison militaire. Jusque-là, en fait, on vous arrête. C'est parce que c'est pas vous, ou c'est parce que c'est quelqu'un de votre famille. On vous arrête, on vous amène dans une prison militaire, hautement surveillée, s'il vous plaît, et on est en train de chercher des preuves jusqu'à ce jour. Parce que les faits sont tellement forts. C'est quoi les faits? On vous dit ici que si on a retrouvé les numéros, par exemple, de Salomon dans le téléphone, d'un général, c'est pas d'armée rwandaise, dans les téléphones de Salomon, c'est parce qu'il était, comment on appelle ça, le secrétaire général l'a bien expliqué, il était, quoi encore, le point focal de leur délégation, une délégation qui a été conduite par l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, pour aller rencontrer Kagame qui était à l'époque président de l'Union africaine. On vous explique ça. Mais c'est pas pour toi qu'il a dit continuer à parler ou bien... Non, vous avez des numéros, parler, discuter. Moi, je dis aujourd'hui, je peux parler, discuter avec n'importe qui au Rwanda. J'ai des amis au Rwanda à Kigali. J'ai des amis à Gisenyi. J'ai fréquenté Gisenyi. J'ai des amis qui me suivent en ce moment. J'ai des amis qui sont journalistes à la télévision rwandaise. Parce que j'ai travaillé avec eux. J'ai des amis, j'ai mis leur numéro ici. Un ami avec qui on travaillait à l'époque, qui devient général de l'armée rwandaise, je vais jeter son numéro parce que j'ai peur qu'il vienne m'interpeller. Je dois continuer à parler avec lui. Je dois continuer à parler, c'est mon ami. On n'est pas dans une affaire politique pour détruire ou non. Et puis en plus, j'insiste ici, que nous, là, ensemble, pour l'Afrique, on n'est pas dans la logique d'une certaine guerre ou d'un bain de sang. Pas du tout. Moïse, je vous informe, parce que ceux qui ne savent pas, Moïse Katumbi est le seul candidat qui a commencé à se préparer, qui a pensé être candidat, qui a manifesté ses ambitions de président de la République, qui a commencé à préparer des élections. Ça fait 10 ans. C'est depuis 2013 que Katumbi prépare ses élections. C'est comme les autres aussi. Non, pas du tout. Il y en a. Voilà. S'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Vous dites comme les autres, comme qui? Comme les autres candidats. Comme qui? Citez-moi un seul. Vous les connaissez, ils ont exprimé leurs ambitions. C'est moi qui pose des questions. Celui qui est présent aujourd'hui, quand Katumbi dit je serai candidat président en 2013, il ne pensait même pas être candidat un jour, parce que son père était vivant. Et il l'est aujourd'hui par le simple fait qu'il est fils de Tshisekedi. C'est le seul critère. Les ambitions naissent. Hein. Merci, monsieur. Évidemment. Merci, monsieur Jacques Ndala. Voilà. Alors, Magardi Diana est déjà avec nous. Il nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Diana. madame. Bonjour à monsieur Ndala que je vois après beaucoup trop de temps. Bonjour aux téléspectateurs et désolé pour ces légers retards. Voilà, vous entrez directement dans le sujet. Vous voulez réagir par rapport à cette affaire de Salomon Escadella où l'ensemble parle d'un montage grossier. Écoutez, Salomon Escadella est un cadre d'un parti politique et je vois mal dans le schème de sa formation politique venir tenir un autre discours. Malheureusement, je n'entre pas dans les discours des natures politiciennes, ça c'est pas mon fort, et l'orthodoxie voudrait à ce qu'aujourd'hui, puisque les charges qui pèsent sur lui sont de charges allant à toucher à la sûreté de la République, je crois qu'à ce niveau ici, je m'interdirai tout commentaire. Laissons la justice faire son travail et puis on reviendra si jamais, on verra si la justice a raison ou si ce que Ensemble pour le changement dit est vrai. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques liens, quelques éléments qui ont donné suffisamment la possibilité à la justice de pouvoir mettre la main sur lui et les autres. Moi, je ne sais pas faire des commentaires sur
une affaire qui est pendante au niveau de la justice et surtout une affaire de cette nature-là. Je m'interdis parce que moi, je ne suis pas politique, moi, je suis journaliste. Donc, je n'entre pas dans le commentaire et considérations politiques. Il le dit en tant que politique, il le dit en tant que cadre d'une formation politique. C'est comme j'ai dit en droit, c'est vrai que c'est à celui qui accuse de pouvoir apporter le fait. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas de commentaire sur la question de Salomon Escadela. Seulement, peut-être sur la question des élections, si vous le voulez. Non, mais nous allons aller sujet par sujet. Par sujet. Ah, vous avez quand même un mot à émettre. Et par rapport à un autre sujet qui a trait à la justice, c'est l'affaire Bukangalonzo avec Matata Ponyo, qui devrait normalement comparaître aujourd'hui, suite au mandat lui lancé par le parquet général près de la Cour constitutionnelle, voilà. Et son secrétaire général, le secrétaire général de son parti, il dit qu'il ne va pas y aller. Comment est-ce que vous analysez cette affaire? Bon, écoutez, moi j'ai un point de vue. J'ai l'habitude de le dire et le répéter. Moi j'ai travaillé avec Augustin Matata Ponyo. Je connais l'homme, je connais la rigueur, je connais ce qu'il représente. Critiquer, hein? Non, en fait, critiquer, c'est trop dire. Laissez-moi faire mon analyse calmement. Seulement, pour quelqu'un qui a mis ses deux pieds dans la politique, surtout pour quelqu'un qui a construit son background, qui a construit son image, quelqu'un qui a construit, ça veut dire qui a un storytelling basé sur la rigueur, sur le sérieux, sur le travail, avoir à la fois cette image de quelqu'un qui s'est soustrait de la justice ne lui rendra jamais service, ni maintenant ni après. La loi, c'est la loi. C'est quelle loi? Par rapport aux anciens premiers ministres. Je sais que j'en ai pas le droit, mais rhétoriquement, vous me dites c'est la loi. C'est quelle loi? Quel est le précédent qu'on crée aujourd'hui? Dire aux Congolais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas justiciable. Mettons-nous d'accord, c'est-à-dire que dans ces pays, il y a des gens qui, peu importe le forfait commis, peuvent parler des parts devant la justice parce qu'ils ne sont pas justiciables. Je sais que Matata Ponyo bénéficie des erreurs très graves de notre appareil judiciaire. Je le sais. Je sais que les ping-pong entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, ce jeu-là a fini par créer un précédent fâcheux et qui aujourd'hui a permis justement aux avocats de la partie de Matata de pouvoir s'en servir du fait qu'une Cour constitutionnelle ou une Cour de cassation ne peut pas se dédire. Vous pouvez par la fois dire on est incompétent pour revenir récupérer vos compétences après. Je sais que c'est des choses de nature à pouvoir déranger justement au process normal de cette affaire. Mais entre nous soit dit, quelle est l'image que lui vendra auprès de la population congolaise où aujourd'hui, quand vous mettez le nom de Matata Ponyo au sein de l'opinion publique, il y a une seule image qui est collée à lui, c'est l'affaire Bukangalonzo. Or, moi je connais aussi que dans l'affaire Bukangalonzo, si ce projet n'a pas marché, c'est pas du fait de Matata, c'est pas du fait du détournement, c'est du fait que le principe de la continuité de l'État n'existe pas chez nous. Le projet Bukangalonzo était un projet, ce qu'on appelle le projet intégrateur, où, à la lumière du jour, il fallait 5-10 ans pour pouvoir obtenir les résultats et définir les choses dans le temps. Quand lui n'est plus Premier ministre, les subventions qui devraient provenir de l'État sont coupées, l'État se retrouve dans une vaste marmite où on se retrouve avec de dettes de les partenaires qui étaient commis à l'exécution du projet. Vous ne mettez pas tout sur la tête de Matata. La preuve, après les derniers échanges, je me rappelle, Ilunga Ilukamba était ici, on s'est rendu compte que le patrimoine des Bukangalonzo était là, il y avait possibilité de pouvoir relancer ces projets-là. Donc, en gros, il y a eu une différence entre l'échec du projet dans son approche globale et intégrale, et il y a une différence entre les quelques faits de gestion qu'il y a en interne, notamment les cas des détournements qu'on met sur sa tête. Donc en gros aujourd'hui, quand on prétend être président de la République, la meilleure des choses qu'il lui aura à faire, c'est d'essayer de départir justement de cette image-là. Faire la lumière, que les gens sachent aujourd'hui que le Matata Ponyo, qui vend de la rigueur, le sérieux, qui a lutté contre la corruption pendant son quinquennat, qui, afin de finances publiques assainies, son cheval de bataille, qu'il continue à garder cette image-là. Et cette image-là ne pourra être redorée que si jamais il décide de faire la lumière et passer à autre chose. Tant qu'il gardera cette image-là de quelqu'un qui s'est soustrait de la justice, je crois que sur l'opinion nationale, il y aura toujours un élément qui l'empêcherait de pouvoir atteindre son ambition, qui est de devenir président de la République. Alors comment expliquer? On a vu l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, il était dans un pays africain, que le nom m'échappe, il est dit revenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour se mettre devant la justice. Mais du coup, il refuse. C'est pas parce que cette justice-là, même les magistrats suprêmes l'a critiqué.
Bah, en fait, Voilà. au Il départ... a peur parce qu'il connaît déjà la suite. Non, mais en fait, au départ, c'est ça l'argument, l'argumentaire. On dit, bon, on voulait bien venir répondre devant la justice, mais on s'est rendu compte que c'était une machination politique qui était déjà destinée à nous clouer et que les choses étaient écrites à l'avance. Ça encore, c'est une fois de plus les arguments subjectifs qui ont élu domicile dans la classe politique. Mais c'est tout le congolaise. monde qui critique cette justice, même le chef de l'État. Non, mais vous aimez beaucoup les anticatastases. Le problème, c'est que le problème de la justice congolaise, nous le connaissons tous. Mais dans cette même justice-là, il y a eu du bien où il n'y en a jamais eu. Qui sont déçus de ce qui est mal, le bien. Je n'ai pas compris votre incise, mais je voudrais vous dire que même dans cette justice-là, le droit ont été dits d'une manière ou d'une autre, dans certains cas. Et je crois surtout que pour quelqu'un comme lui, je pense que la meilleure des choses à faire, ça serait de pouvoir laver son image dans cette histoire-là. Et il est parti, les arguments politiques, je sais que ces derniers temps, il est devenu très politique, ça c'est pas un problème. Je sais qu'il bénéficie justement des erreurs, je ne vais même pas dire des erreurs, des fautes graves dans les décisions de ces deux cours, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Je crois que c'est ça d'ici pour des raisons de cohérence. Il ferait mieux de ne pas s'emporter dans cet élan-là, dans ce que moi je qualifierais de dérive. Pourquoi dérive? Parce qu'on ne peut pas créer un précédent fâcheux, on ne peut pas créer une jurisprudence qui fait croire aux gens qu'on a été Premier ministre et que par la suite, il y aurait un vide qui vous empêcherait d'être justiciable ou d'être rédévable vis-à-vis de l'appareil judiciaire. Ça, c'est malheureusement, on créera un précédent fâcheux et à la fin de compte, on ne saura pas s'en rendre compte et on va, à la limite, je vais dire, torpiller même l'esprit de la loi et de la Constitution, qui estime que nul n'est au-dessus de la loi. Dans ces cas-là, on aurait détruit l'armature même de la loi. On dit nul n'est au-dessus de la loi, mais il se retrouverait que dans ce pays, Augustin Matata Ponyo serait bien au-dessus de la loi. Et je crois que ce n'est pas une image bonne pour... Voilà. Merci Makari Diana. On n'entre pas dans le fond de cette affaire. Hein. On voit seulement un peu le superficiel. Jacqueline Dalla et Matata, il dit que l'affaire est politique. Vous appuyez cela? Oui, tout à fait, j'appuie. On va rester au niveau des analyses, mais je crois que ce qui est important, c'est ce que nous transmettons comme message aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, évidemment. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Diana, sorry. Bonjour, hein, ça fait longtemps. Hein, ça fait très longtemps. Plus de 10 ans. Hein, oui, voilà. Ça fait très longtemps. Voilà. Donc, il a expliqué les choses dans les détails, mais avec humilité certainement, je le connais, il a refusé de dire, d'aller au-delà de ce qui est vrai. C'est quoi la vérité au niveau des dossiers Matata? Au-delà du fait que c'est un dossier politique, politisé par le régime actuel qui va traquer, qui va harceler les leaders de l'opposition. On vous parle ici d'un projet dirigé par Matata Boukanga-Lonzo, il le dit lui-même, qu'il était Premier ministre et qu'au niveau de ce projet, il y avait un comité qui gérait le projet Matata. Le projet Boukanga-Lonzo. Boukanga-Lonzo comme une entreprise, évidemment. C'était une entreprise mixte, si je ne me rappelle pas très, je n'ai pas oublié les Sud-Africains. Donc, il y avait un comité de gestion certainement, il y avait un directeur général, ces gens qui recevaient les budgets de l'État, qui travaillaient. Est-ce qu'on sait où se trouvent ces gens-là? Parce que ce sont eux qui gèrent. C'est santé qui gère l'entreprise Boukanga-Lonzo au quotidien. C'est ça la grande question. Matata était Premier ministre. Après Matata Ponyo, il y a eu combien de Premiers ministres? On peut les citer. Badi Banga est arrivé. Après c'était l'autre? Chibala. Après Chibala, c'était Lunkamba. Tous ces trois Premiers ministres, comme l'a dit mon cher Diana, n'ont pas pris connaissance du projet Boukanga-Lonzo. Ok, d'accord. Revenons sur le droit. La loi dit les arrêts de la Cour constitutionnels sont inattaquables. Ok, la Cour dit bon, on ne peut pas, on est incompétent. La même Cour revient pour l'interpeller encore. Ça, je crois que c'est du ping-pong et c'est une honte. D'accord. Au moment où il y a une loi qui dit on ne peut pas arrêter, on ne peut pas interpeller, on ne peut pas juger l'ancien Premier ministre. Mais nous avons une nouvelle législature qui peut faire sauter de cette loi. Pourquoi ils ne le font pas? Non, nous avons une nouvelle législature. Ça fait 5 ans. Ils sont là. Pourquoi ils ne peuvent pas enlever cette loi? Il suffit qu'ils se réunissent, qui sont pour, qui sont contre. Ça tombe, on apprend le Matata. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans le même système et qu'ils vont quitter et ils seront. Cette loi sera en leur avantage. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. On ne gère pas un pays avec des émotions, avec des sens. C'est grave et c'est terrible. On dit qu'il y a une loi
qui dit clairement qu'on ne peut pas interpeller un Premier ministre. D'accord, cette loi a été votée par les législateurs, c'est-à-dire en français simple, les députés nationaux de l'époque. Il y a une loi, on dit le chef de l'État ne peut pas être interpellé après son mandat, une loi qui dit ça. Pendant ce moment, on critique, non mais pourquoi on ne peut pas arrêter Kabila? Non, parce que la loi dit, mais d'accord, mais il y a une Assemblée nationale qui peut faire le même travail. Qui dit, ok, en tout cas, par rapport aux privilèges réservés au Premier ministre, ils ont tellement de privilèges. Vérifiez. Il y en a qui sont payés jusqu'à ce jour. Ils ont la sécurité, ils ont leur loyer. Donc, lisez, il y a une loi, il y a une série de lois qui a été votée pour protéger les anciens présidents. On voit Kabila, les anciens premiers ministres, on voit entre autres Matata Ponyo et les autres. Mais à quel moment est-ce que ces lois sont avantageuses pour la communauté, pour la nation, pour nous en tant que peuple? Donc c'est une mafia qui s'organise au sommet de l'État pour se protéger, pour nous piller, pour nous voler. À chaque moment, à chaque instant, l'Assemblée nationale peut se réunir pour dire, bon, cette loi-là est décantée. Tous les présidents du pays, des anciens présidents sont justiciables donc, au niveau de telles juridictions pour telle infraction, surtout les infractions, des détournements, d'assassinats, des violations des droits de l'homme. Vous voulez dire quoi? Qu'on a sursoir d'abord cette affaire et ce n'est pas moi qui dis. Voter la loi dit oui, que les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Cette Cour avait déjà dit qu'elle est incompétente. À quel moment on a verrouillé cette loi pour que Matata puisse aller répondre? Son secrétaire général a raison. Il ne peut pas aller. S'il y va, il va se livrer dans la gueule du loup. Tshisekedi va les dévorer. Alors, s'il n'y va pas, alors il ne risque pas de subir le même sort que s'il Franck Diogo. S'il ne va pas, on va l'humilier. On va les cueillir. S'il ne va pas, on va l'humilier, mais qu'il sache que le pouvoir s'arrête. Et ils seront aussi humiliés un jour. C'est clair. On va dans une politique de rancune, de vengeance. Personne ne sera présent éternellement ici. Personne. Et moi-même, je dis, moi je suis en train de prier Dieu. Je demande aux différents électeurs de Tchangou, je serai candidat à Tchangou, de penser un peu à nous. Parce que moi je suis en train de réfléchir sur des choses. On va revenir sur le jour où on a pris l'indépendance. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Lumumba est héros, Kasavubu ne l'est pas? Après plus de 163 ans. Pourquoi Lumumba est héros, Kasavubu non? Pendant ces temps, toutes les démarches qui ont été faites pour assassiner Lumumba, ces cheminements, les vidéos existent. Qui a fait que Kasavubu quitte ce monde? On doit aller mollo. Il y a un grand travail à faire pour corriger l'histoire. Madame, nous vivons sous la malédiction. Si on ne corrige pas l'histoire de ce pays, nous sommes sous la malédiction. On doit savoir qui a fait quoi. On nous a dit ici que c'est Fayoulou qui a gagné, mais on a triché, on a mis Tshisekedi. On doit savoir, on doit répandre l'histoire. On doit corriger l'histoire. C'est important ce que je dis. Le monde spirituel existe. Et les gens ne comprennent pas. Vous savez, je vais un peu enrichir ma petite réflexion. Et on ne peut pas confondre ce que nous avons comme valeur spirituelle, culturelle, avec ce que nous avons comme gestion de la chose publique régulièrement, sans se référer au passé. Et notre passé est biaisé. L'histoire de ce pays est racontée dans tous les sens. Le Congo a un statut spécial et particulier. Parce que le Congo, avant d'être colonisé, le Congo était indépendant. C'était une propriété privée du roi belge. Je ne sais pas si je vais expliquer ça. C'est-à-dire que le Congo, c'était... Permettez-moi de parler en lingala. Donc, avant Belge a colonisé Bissou, le Congo s'arrête le Pangu, il y a roi Léopoldé. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance. C'était privé. L'histoire l'a bien Oui, c'est ça l'histoire. Donc, cette terre-là appartient aux Belges. Mais qui leur a donné ça? Après les atrocités, le roi belge prend le Congo, il remet entre les mains de ses sujets. Ça devient une propriété, une colonie belge. Qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui a justifié? En 1960, la Belgique nous donne l'indépendance. On vous dit, bon, vous êtes indépendant. Est-ce qu'on est indépendant jusqu'à ce jour? Ce sont les grandes questions. Le chef de l'État parle. Kasavubu prend la parole, il parle. C'est l'histoire de ce pays. Et Lumumba s'improvise. Il vient le protocole, il prend la parole. Est-ce que vous avez déjà entendu le discours de Kasavubu de ce jour-là? Non, mais c'est sur les grandes questions. Ça va vite. Donc, il y a un grand travail de correction pour que nous puissions revenir sur la bonne voie. Le Congo a un sérieux problème. Les gens qui prennent le pouvoir, ils veulent s'enrichir et on ne met que des coopérants. Les députés qui arrivent, ils donnent de l'argent, on vote pour lui. Pendant ce temps, il ne connaît pas l'ancrage, il ne connaît pas la réalité vécue par ces populations. Un chef de l'État qui s'improvise, il n'a jamais travaillé dans l'élection publique. Pareil, il est chef de l'État. Regardez, depuis 60, tous ceux qui sont arrivés, ce sont des personnes improvisées. Mobutu n'était pas préparé.
Il était, je sais pas moi, sergent-major, général d'armée, président de la République. Kabila le père. Ce sont des étapes, ça a toujours été Non, assez, madame, des non, étapes. ce n'est pas sérieux. On n'est pas directement président de la République. Évidemment, mais il y a un cursus à respecter. Vous avez une formation, après la formation, vous intégrez un système normal de travail, de profession. Après avec votre professionnalisation, vous avez de l'expérience dans tel ou tel autre domaine, et vous commencez une carrière politique. Voilà, Jacqueline Dalla, on revient sur cette affaire de Bukangalo Nzo. Mais non, la meilleure j'étais dans ça. Vous avez ouvert une parenthèse que j'ai fermée. Ouais. Non, il était important d'expliquer comment ce pays chemine, où on ne connaît pas la vérité, où les gens qui arrivent préfèrent se protéger. Ils mettent même en place des lois pour se protéger. Un ancien président ne peut pas être interpellé. Un ancien président, à la fin du mois, il a 6 millions de dollars de salaire. Parce qu'il a fait quoi? Mais ces lois existent. Pendant ce temps, nous avons une législation qui peut dégager. Mais pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on sait que nous, on ne sera pas là. Comme ça, on ne sera pas poursuivi. Voilà. Alors, la meilleure des choses pour Matata Ponyo, ce n'est pas d'y aller et de dire ce que vous êtes en train de dire là, qui allait d'abord au Parlement et dégager cette loi. Non, mais de refuser. Comment vous voyez la suite? Non, moi, je suis en train de réfléchir les moments. Il n'a pas refusé. La loi le protège. On dit non, il n'ira pas. Évidemment, la loi le protège. Je viens de vous donner un aspect. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et inattaquables. La Cour dit on est incompétent. Bon, vous arrivez parce que vous êtes un nouveau magistrat à la tête de cette Cour, vous voulez le convoquer. Mais pendant que vos confrères ont dit, vos pères ont dit qu'il était, on ne peut pas l'appréhender. Mais à quel moment ça change? Qui viole la loi? Est-ce c'est Matata ou c'est la Cour ou c'est le magistrat? C'est la grande question. Nous sommes dans un pays où les gens réfléchissent, c'est pas dans les oreilles, ils ont leur cerveau dans les tibias, je ne sais pas moi. Alors Diana, la suite, comment vous voyez la suite de cette affaire? Avant de parler de la suite, j'aimerais qu'on se mette d'abord d'accord sur un élément essentiel, ce que j'aime rappeler souvent aux gens. Parce que si le sens objectif du droit ou de la loi, c'est la punition, son sens logique, c'est la réparation des dommages causés. Je l'ai dit ici peut-être en d'autres termes, parce que même en droit, l'erreur profite à l'accusé. Et c'est ce que Matata est en train de faire actuellement. Il profite justement de cette erreur de la justice pour pouvoir s'asseoir dessus. Ça, c'est une vérité. Mais les conséquences de cette erreur-là peuvent être néfastes. Quand il y a un vide, les hommes de droit le savent mieux que nous, on se réfère à la doctrine. Je vous donne un exemple. Si un chef de l'État, d'un État, parce que nous, on a fait nos lois sont polycopiées sur les lois françaises. Si un chef de l'État est poursuivi après son mandat, est poursuivi par la justice pour des faits commis sur un sol étranger en Algérie, Nicolas Sarkozy répond devant la justice, quelle est l'image qu'on donnera de cet État où un Premier ministre qui a à gérer, qui ne peut pas être jugé? Certes, oui, c'est comme j'ai dit, je veux répéter ça pour que les gens l'entendent. L'erreur profite à l'accusé en matière de droit. Il y a eu erreur dans ces jeux entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle qui se sont dessaisies de cette affaire. Mais après, ici, je crois qu'il y a lieu de pouvoir trouver comment corriger cette erreur. Pas seulement pour la justice, mais pour Augustin Matata Ponyo lui-même. Je sais que lui, il ne peut rien. Il vous dirait, écoute, je ne suis pas un homme de droit. Les droits, ce n'est pas moi qui... Je ne suis pas un juge. Moi, j'ai juste constaté, on m'a dit que j'étais pas justiciable, ni au niveau de la Cour constitutionnelle, ni au niveau de la Cour de la cassation. C'est-à-dire que les gens qui étaient là ont commis des erreurs. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Maintenant, la question, c'est que si on crée cette jurisprudence négative-là, demain, Sama Lukonde viendra, il dira, bon, après, écoutez, il n'y a nullement une loi qui interdit qu'un Premier ministre ou un chef de l'État ne soit pas justifiable, il n'y en a pas. Il y a ce qu'on appelle les privilèges qu'on leur a accordés dans la nouvelle loi de statut d'anciens chefs des corps constitués qu'on leur a accordé. C'est pour les avantages et préserver un peu leur lendemain. On l'a encore une fois de plus copié chez les autres. On estime que quand on a accédé à des hautes fonctions, on ne peut pas retourner encore dans la vie civile et aller manger des bikés sur la route. La loi en soi n'est pas mal, n'est pas un problème. Mais cette loi n'est nullement un ticket pour exempter qui que ce soit de pouvoir répondre de ses actes. Aucune loi ne l'interdit.
Sinon, croyez-moi, un peu l'exemple comme a donné M. Ndala ici, ces parlements-là, le Parlement, ce serait attelé à pouvoir abroger ces dispositions pour passer à autre chose, si c'était la théorie de l'acharnement, comme on le dit. Si on était dans une théorie de l'acharnement et qu'il fallait coûte que coûte obtenir la tête de Matata et qu'il y aurait une loi qui lui donnerait ces privilèges-là, crois-moi, ces parlements-là, majorité de l'Union sacrée, ce serait attelé à la tâche. On aurait résolu ça il y a bien longtemps. Donc à ce niveau-là, le problème n'est pas là. Le problème ici, c'est que l'appareil judiciaire a commis une grosse erreur. Je le dis et je le répéterai encore une fois de plus, je dis, là, le chemin qu'ils ont emprunté risque de nous coûter beaucoup et malheureusement, on est dans les conséquences. Mais je rappelle, moi, je ne suis pas un nuancologue. Le droit n'est pas mon fond. Moi, je ne suis pas droit. Moi, si vous voulez parler, si vous parlez communication, vous voulez parler économie, venez, on va en parler. Et par généralité de connaissances, je peux analyser dans beaucoup de choses parce que mon rôle d'historien du présent me donne cette latitude et la passion pour la lecture et l'apprentissage. Mais le droit est une science à part entière, où il y a des gens qui sont habilités à pouvoir le faire. Je leur rappelle juste que quand il y a un vide en matière de droit, on se réfère à la doctrine. Alors, comment vous voyez la suite, est-ce que on n'a pas énervé la doctrine en faisant de quelqu'un un super homme qui est au-dessus de là, qui ne peut pas être justiciable? Ça, c'est une question rhétorique que je pose aux hommes de droit, mais en ce que je sache ici, je crois que pour les politiciens, Auguste Matata Mponyo, ça peut paraître bien maintenant là, mais après, il se rendra compte que c'est une conséquence, il y aura de conséquences très lourdes. Donc, à ces niveaux-là, voilà ce qu'on peut dire sur l'affaire Boukangalon. Mais comment vous voyez la suite? Mais encore une différence. À une question très pertinente posée ici. Boukangalon était une entreprise à part entière. Ida Kamwania, que je connais, qui était directrice générale de Boukangalonzo, avec toute une structure. Pourquoi ces gens-là ne sont pas devant les tribunaux? Ces gens-là sont passés, ont été entendus. Mais ici, les faits, c'est au niveau du montage. On estime qu'il y a eu un montage financier qui a permis, avant même que les exécutants du projet n'arrivent, et que lui, en tant que Premier ministre, aidé par son pouvoir, a fait un montage avec la société Africom pour pouvoir soustraire un peu d'argent. L'infraction est individuelle. C'est parce qu'il était chef. Hein, non, pas seulement ça. L'infraction étant individuelle, quand on estime que c'est à son niveau, c'était dans ses prérogatives que ces montages ont été faits, on ne va pas aller inquiéter la directrice générale. La directrice générale n'a pas à répondre. On doit commencer par là. La directrice générale n'a pas à répondre pour des faits qui relèvent encore au niveau du pouvoir, je dirais, exécutif à l'époque, qui a établi le montage. Donc, à ces niveaux-là, il y a une réalité à faire. Je crois que c'est lui qu'on accuse. Et après, maintenant, dans la chaîne, parce qu'à part ça, il y a eu la phase d'instruction. Le rapport, je ne dis pas que moi, je ne suis pas de ceux qui croient naïvement aux différents rapports de l'IGF. Je le dis tout haut, je ne vais pas me cacher dessus. Parce que je crois que ce sont des humains, de temps en temps, ils sont parfois dans le populisme. Mais en réalité, dans ces rapports, il y a des éléments, il y a deux faits. Voilà. Merci, Gardi Diana. Gardi, hein, oui, merci. Alors, on prend le dernier sujet, c'est le fichier électoral. Nous sommes dans l'attente de la réaction de Martin Fayulu par rapport à la position de la plénière de la CENI, Jacques Ndala, qui dit n'est pas audité, réaudité le fichier électoral. Ensemble également, vous avez une réaction. Hein? Tout à fait. Je vais essayer de réagir par rapport à ce que j'entendais dire mon cher ami Gardi Diana. Mais mon frère, quand vous parlez des privilèges qui sont consacrés pour tel autre chef de corps après son mandat, on ne peut pas l'incriminer. Mais ces privilèges sont garantis dans quel document ou dans c'est quel idéal? Quand on dit qu'il n'y a pas une cour qui peut juger un chef de l'État. Non, mais je l'ai bien dit, ces dispositions-là n'existent pas. On leur a accordé des privilèges à un statut pour jurer encore de l'entretien de l'État, mais on ne les a pas exemptés. D'ailleurs, en tant que chef d'ancien corps constitué, il est justiciable devant la Cour de cassation. Ça, c'est clair. Un instant. Voilà. Mais pourquoi est-ce que la Cour a dit qu'elle était incompétente? Parce qu'il y a eu une confusion. La Cour s'est confiée. Est-ce que maintenant qu'il est sénateur, c'est son statut de sénateur aujourd'hui qui a rendu cette confusion? On dit aujourd'hui il est sénateur, en tant que sénateur il est justiciable devant la Cour. Mais est-ce qu'on doit les juger dans la même juridiction comme quand les faits se sont déroulés, ou on doit le juger selon son statut actuel? C'est dans cette confusion-là que la Cour précipitamment est allée à prendre des décisions maladroites.
Mais le problème n'était pas qu'il n'était pas justiciable. C'était la confusion dans la qualité de comment devrait être jugé Augustin Matata. Ok. Dans la confusion, Dieu merci, vous la Si, je le relève. C'est vraiment une faute de la justice. Donc, c'est une faute de justice. Exact. Qui part d'où? Qui va d'un comportement de ce que nous appelons des juristes. Donc, c'est un aspect qui reste au niveau de la justice. Mais attendez, madame. On ne doit pas s'éterniser. Non, c'est important. On doit prendre le dernier sujet. C'est important, c'est très important ce qu'on dit, parce qu'on est devant les médias. Les gens nous suivent doivent comprendre. Il y a un DG, comme elle a dit, le DG a été entendu, peut-être après on parle de privilèges, ou je ne sais pas moi, de montage. Non, mais il y a un ministre. Avant d'aller au premier ministre, il y a un ministre du secteur. Madame, c'est un pays, il y a des institutions. Il y a un ministre, c'est toi le ministre de, pas moi, pêche et élevage, ou je sais pas moi, agriculture. En dehors de cela, il y a un ministre qui affecte le budget pour lequel on accuse Matata d'avoir détourné, c'est-à-dire un ministre du budget, il y a un ministre des Finances, à l'époque. Donc, c'est toutes ces personnes-là, on doit les voir, on doit parler d'eux aussi. Matata n'a pas pris l'argent dans les trésors publics pour affecter à telle situation, pour qu'après on dise, bon, parce que les premiers ministres, c'est sa signature. Il y a toute une chaîne de commandements, toute une chaîne de dépenses. Donc, mais pourquoi, quand on parle, on voit que Matata. Non, Matata, c'est quand même le haut sommet, c'est le grand chef. Il était le premier ministre. Il ne prenait que des décisions. Ouais, donc, je crois que c'est un dossier important. On ne va pas les gérer avec autant de légèreté. Ce n'est pas du tout normal. Parlons du fichier électoral. D'abord du processus électoral. Madame, nous insistons ici par le fait que M. Tshisekedi s'est arrogé le pouvoir d'un Dieu, un Seigneur. Ici, on parle d'une structure d'appui à la démocratie. C'est une institution qui doit être indépendante, même si en réalité elle ne l'est pas. Parce qu'on doit y retrouver, selon la loi qui met en place la direction de la CENI, on doit y retrouver les représentants de toutes les parties prenantes. Nous sommes membres. Nous faisons partie de cette compétition électorale. Est-ce qu'on peut nous citer un seul membre de notre parti ou quelqu'un que nous on a envoyé, qu'on a mandaté? Kabila, c'est un acteur majeur, madame. Il nous a organisé 3 élections ici. C'est vrai, même si elles ont été chaotiques. Mais c'était un ancien président qui continue à vivre, qui refuse d'être partie prenante. Et on trouve ça normal. Celui qui vient en second lieu, lors des élections de 2018, le président Martin Fayoulou, il est partie prenante. Il vous dit qu'il n'a pas... Mais ça, ce sont des questions de fond. Ok, on va ailleurs. On prend la loi électorale. On vous dit qu'on n'est pas d'accord. Alors, s'il vous plaît, tous les cheminements du processus électoral, tout ce qui fait corps, on va même jusqu'au niveau de l'institution qui doit confirmer les élections, la Cour constitutionnelle. On vous dit on n'est pas d'accord. Mais les gens s'entêtent. Ok, le fichier électoral. Madame, est-ce que vous savez ce que veut dire le fichier électoral? Les gens ne savent pas. Je vais expliquer. Vous le savez, mais il y a des gens qui ne savent pas. Excusez-moi. Le fichier électoral, au fait, c'est la liste des personnes, de Congolaises et Congolais, qui ont pris l'engagement d'aller voter. Parce que tout le monde ne s'est pas fait enrôler. Ici, on vous dit, nous sommes au nombre de 40 millions au-delà des personnes qui sont allées prendre leur carte électeur pour voter. Ok. Maintenant, on vous dit, ok, nous, on est partie prenante. Moi, je serai candidat député national dans la Tchangou. J'ai dit, mais on veut savoir combien de personnes, de Congolaises et Congolais qui se sont fait enregistrer à Tchangou pour voter pour moi ou pour voter pour nous, les candidats de Tchangou. C'est tout ce qu'on cherche à savoir. Mais la CENI a répondu. Oui. Non, s'il vous plaît. La CENI n'a pas à répondre. La CENI a à rencontrer nos préoccupations qui sont vraies et valables. Parce qu'elle doit vraiment être au milieu du village, même si elle ne l'est pas. Nous le disons tous les jours. Kadima est un membre de l'UDPS. Il est expert. Non, il y a des... non, Moleka l'a dit. S'il vous plaît, madame. Moleka, directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi Moulumba, paix à son âme, a dit que Kadima gérait la cellule de l'UDPS en Afrique du Sud. Il a une carte de membre. Non, on ne le refuse pas. Si il a été envoyé par l'UDPS, on est d'accord. Mais qu'on nous laisse aussi envoyer nos experts. C'est la grande question. On parle du fichier. Comment est-ce que vous refusez qu'on puisse, nous, avoir l'œil sur le fichier électoral? Alors justement, par rapport à ces fichiers, Jacqueline Dalla, une question. La CENI qui dit que les revendications de l'opposition ne sont pas solides.
et qui s'avance à l'encontre de ses objectifs, c'est lui d'organiser notamment d'organiser les élections en temps réel et au respect du calendrier. Est-ce que par là, beaucoup de gens estiment que l'opposition a été dupée, la CENI a voulu rencontrer les opposants pour se crédibiliser? J'allais dire autre chose, mais bon, ça allait être choquant. Mais je dis ici, tout ce qui se passe là, tous les dissous que vous voyez là, je vais être vraiment bref, parce que je crois que Cardi doit aussi prendre la parole. Tout ce qu'on fait là, c'est Tshisekedi qui est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas élection dans les temps. C'est pas l'opposition qui cherche à ce qu'il y ait un dialogue? Pas du tout. C'est Tshisekedi évidemment qui est en train de chercher à ce qu'il y ait un dialogue. J'ai appris hier, semble-t-il, qu'il y a un envoyé spécial qui est allé voir le président l'ancien arrive. Des infos des réseaux sociaux. Non, j'ai dit, j'aurais appris donc pour qu'il y ait une négociation entre lui et Kabila et enfin lancer les dialogues entre Congolais. Et c'est sa stratégie. Il est en train de créer une crise. On a arrêté Salomon, on a arrêté Marc Moukébaï, on a arrêté Franck Diongo. Ce sont pour lui des personnes, parce qu'ils n'ont pas, ok d'accord, maintenant on arrive au moment des négociations En fait, il copie tout ce que Kabila avait fait. Il est la plus vilaine des manières. Et c'est ridicule ça. Ce n'est pas normal. On gère, mais madame, c'est notre destin, c'est notre pays, c'est la vie de nos enfants que nous gérons ici. Je ne pense pas qu'on va faire certaines choses avec autant de légèreté. La CENI est une structure qui doit être indépendante. Le fichier électoral doit être contrôlé par nous comme partie prenante et nous insistons là-dessus. Mais au-delà de cela, nous, en tant qu'ensemble, les exigences sont sur la table. J'ai fini par là. Mais nous disons, nous irons avec Tshisekedi aux élections, avec Kadima comme président de la CENI, avec sa cour constitutionnelle, avec ce fichier. Nous irons avec lui. Il ne sera pas capable de tricher. Il ne le sera pas. Il ne saura pas tricher. Nous irons avec lui à ces élections-là. Le 20. Merci. Alors, nous y tenons. La CENI a refusé selon l'opposition parce qu'elle sait que les fichiers là est vraiment corrompu. Bon, aujourd'hui, j'ai un politique sur le plateau. Permettez-moi de... en fait, quand on parle de la Commission électorale nationale indépendante, son indépendance, c'est aussi de pouvoir décider sur la méthodologie, mais que cela reste réglementaire. Si on veut parler de l'indépendance de la CENI, respecter l'indépendance de la CENI, c'est aussi respecter quand elle vous dit, je crois que moi, je vais procéder comme ça, tant que c'est réglementaire, tant que c'est dans le norme. Pourquoi je le dis ? Quand on parle de l'audit externe, l'opposition estime qu'il n'y avait pas eu audit externe. Mais qu'est-ce qu'on entend par audit externe? L'audit externe, c'est l'inspection du fichier électoral tel que défini par des partenaires extérieurs. Je vous rappelle ici, j'ai déjà dit ça sur ce plateau ici, sur l'ensemble de la planète, il n'existe pas un cabinet d'audit spécialisé sur les questions électorales. Il n'y en a pas. Même quand on donne à l'OIF, qu'est-ce que l'OIF fait? L'OIF recrute des experts et envoie auditer le fichier. Cette CENI-là, contraint par la question du temps, a décidé de contourner, a fait exactement cet exercice-là que fait l'OIF, mais par elle-même. Il y a eu appel à candidature, chacun a postulé, ils sont venus, selon le CV, selon l'expérience, ils ont audité le fichier. Maintenant, le problème, c'est que on requise les personnes, mais on ne rentre pas dans le fond, dans le détail. Moi, j'ai envie, la seule question qui me taraude l'esprit, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qu'on reproche dans ce fichier électoral? Parce que la CENI est allée plus loin. Denis Kadima dit, pourquoi la CENI aussi refuse d'auditer, les réauditer? Il ne peut pas auditer une deuxième fois, parce que non seulement que c'est question de coût, c'est question d'argent. S'il faut aller dans l'audit maintenant, ça veut dire qu'il faut stopper un process. C'est en fonction de ces fichiers-là, audités, internes et externes, qu'il y a eu ce qu'on appelle la répartition de sièges. S'il faut aller réauditer encore une fois de plus, qui prend la facture? Non seulement la facture, qui portera la responsabilité de pouvoir marquer une pause, stopper, c'est-à-dire qu'il faut annuler la proposition telle que faite, attendre l'audit là et attendre la conclusion. Madame, la question aujourd'hui c'est que, moi je suis d'accord, il y a beaucoup de réalité sur la question des élections parce que le Congolais n'a pas, malgré le souci de créer cette institution indépendante, la méfiance, la crise entre politiques n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire qu'on veut l'indépendance de la CENI quand ça nous arrange, nous. Quand ça arrive au moment où on nous impose à nous de respecter aussi l'indépendance de la CENI, ça on ne veut pas. Cette CENI-là a commencé très mal ces processus électoraux. La seule chose que j'aime dans cette CENI, c'est que quand elle a commencé, on a dit, à cette allure, on aura un fichier bâclé. Il faut faire ça, ça, ça. Progressivement, cette CENI s'est mise à améliorer et à écouter. J'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai dit toujours, parler est un besoin, mais écouter est un art.
L'homme sage, c'est celui qui sait écouter et adapter. Cette CENI-là nous a prouvé à suffisance que quand on parlait ici, c'était pas en vain. C'est mis à corriger chaque erreur technique. Mais on continue à réclamer. Je vous ai dit C'est ici. que la correction n'a pas été... Je vous ai dit ici. Non, je vous ai dit ici. Vous voyez à quel niveau on réclame. Non, on veut un autre audit. Or, la CENI a contenu, bon, puisque vous doutez de mes chiffres, je vais aller plus loin. Je vais vous publier les listes dans les bureaux de vote, tous ceux qui se sont enrôlés. À vous de faire le travail, d'envoyer vos témoins. Arrivez sur le... Si vous trouvez un nom fictif là-bas, portez plainte. Moi, je vais prendre, voyez mon fichier. Je vais le publier selon le bureau d'enrôlement. Partout où on s'est enrôlé, il y aura le nom de tout un chacun. Quelle est la meilleure réponse qu'on pouvait donner si ce n'est pas ça? Comment on peut les avaient dit si, moi je vous ai rencontré. Vous voulez l'audit? Non, l'audit, j'ai fait l'audit interne. J'ai fait l'audit externe, même si aucune loi ne m'est contraint à pouvoir le faire. Il n'y a aucune disposition légale qui contraint la CENI. C'est ce qu'on appelle des faits de gestion, question de bon sens. Il dit, bon écoutez, puisque je le fais, et que l'élection est un mécanisme politique, pour renforcer la question de la crédibilité, il faut laisser les autres voir un peu ce qu'on a fait si on est dans le norme. Merci. Et il dit, je veux vous L'émission est publier finie. le nom sur le L'émission bureau est de vote. finie. Attendons qu'il publie. Si dans la liste de la CENI, vous trouvez un fictif, on dit non, on a mis des fictifs, revenez, dites que ce fichier est bâclé. Tant que ce n'est pas le cas, on peut ça pas ne sera le pas aussi possible et facile de détecter ces fictifs. Ça ne sera pas facile, pourquoi? Nous allons y revenir. Là, vous dites, quand vous dites que ce n'est pas Merci, facile, ça veut dire Jacqueline que la Dalla. faiblesse Voilà. dans l'organisation interne des formations politiques. Merci Jacqueline Les Dalla. élections Merci. coûtent de L'émission l'argent. est finie. Merci. J'avais un Merci dossier à important. vous, fidèles téléspectateurs. Nous allons y revenir. Dites au ministre Merci, d'éviter d'expolier les terrains de gens. Il a Ouais. spolié. Si le ministre est en train d'expolier les terrains de Liti Gombe, alors que l'ISP est locataire à Liti Gombe, ils veulent construire. Ils ont déjà donné les autres terrains derrière aux Libanais. Vous connaissez Kirikou par Chaoumba. Ils veulent construire même sur le terrain de basket des enfants. Et quand on leur interdit, le ministre instrumentalise les étudiants pour aller tabasser les enseignants. Oh. Un ministre de l'éducation. Ils ont C'est tabassé les enseignants, ils ont Ça cassé reste à leur maison. vérifier. Ça reste à vérifier. Non, mais je vous donne l'info. J'ai même les images si vous voulez. Mais évidemment, c'est la ok, gestion, évidemment, c'est la gestion chaotique de ce. Moïse Nzangue est d'ensemble. Voilà, malheureusement, l'émission que est je finie. sache. Merci à malheureux. vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Doudou Montiri, le coach des kiosques, Karine Ebebe, Moro Nzambe, Fiston Atunga, Onésime Tingani. Merci. Nous nous retrouvons vendredi avec le même plaisir. Demain, vous serez avec Eddie Kabia. Au revoir.